conjuguer le patrimoine culturel et scientifique arabo-musulman au passé, au présent et au futur. Parce que s'il n'avait pas tant d'importance, les historiens ne s'attelleraient pas à la tâche de sa falsification. L'histoire a été écrite en se basant sur les passions, sur le fanatisme religieux, ensuite sur le fanatisme politique, et on a mis de côté, on a ignoré, on a omis de mettre devant les yeux du public, qu'il soit à l'école ou à l'université ou tout simplement devant son écran de télévision, certaines vérités scientifiques qui ont été mises, entre guillemets, devant les yeux du grand public par le grand Fouad Sezgin. Alors, Fouad Sezgin a commencé par des études religieuses. Sa thèse porte sur Majaz ou le Coran, c'est-à-dire la métaphore, les études d'ordre philologique du Coran, ce qui l'a amené à lire Bukhari. Et dans Bukhari, il a découvert des citations récurrentes d'un certain Ma'mar. Bukhari se contentait de l'appeler Ma'mar parce qu'il n'y avait pas d'autre Ma'mar célèbre. Et en fait, il s'appelait Abu Ubaïda Ma'mar ibn al-Muthanna Taymi al-Basri, mort en 209 de l'Hégire et auteur d'un Majaz al-Qur'an. Donc il a découvert la nécessité d'une maîtrise de la philologie, puis de la linguistique, pour bien étudier les textes fondateurs de l'islam. Sans parler précisément de l'Institut du monde arabe, tous les instituts par le passé ont essayé d'une manière ou d'une autre de nier l'apport de la civilisation arabo-musulmane aux sciences de l'humanité. Et comme l'ont dit un certain nombre d'auteurs par le passé, aussi bien Fouad Sezgin que Sigrid Hunke ou George Sarton ou Ahmad Jabbar et Frank Rosenthal. Par exemple, en ce qui concerne Sigrid Hunke, elle souligne le fait que, mis à part leurs chiffres, leurs algèbres et leurs astrolabes, aucune des créations de ces grands pionniers n'a obtenu le copyright de l'Occident. Bien au contraire, un bon nombre d'inventions arabes portent aujourd'hui une marque de fabrique anglaise, française ou allemande. Par ailleurs, Fouad Sezgin ajoute qu'au IIIe siècle de l'Hégire, les astronomes arabes de confession musulmane possédaient de meilleures méthodes de calcul, de meilleurs instruments de mesure et d'observation et de meilleures techniques d'observation que les Grecs, les Indiens et les Perses. Cependant, on fait de nous de simples facteurs qui ont apporté à l'humanité du XXe siècle ou des siècles suivants ce qui a été inventé ou développé. Fouad Sezgin travaillait plus que 17 heures par jour. Oui, et il a mis en pratique les conseils qui lui avaient été donnés par ITER et qui avaient également été donnés à d'autres étudiants qui ne l'ont pas suivi. Et Dieu merci, grâce à cette volonté qu'il avait, et grâce à Dieu bien entendu, il a pu nous faire bénéficier de toutes ces recherches plusieurs dizaines d'années plus tard. Or, il faut savoir cependant que c'est en 1967 qu'il a commencé à écrire sa fameuse encyclopédie sur l'histoire des sciences arabo-musulmanes, donc en 1967, et il est composé de 17 volumes. Et à l'heure de sa mort, il était en train d'en écrire le 18e. Mais vous savez, lorsque cela vient d'occidentaux à l'encontre d'un Turc ou d'un arabo-musulman, c'est une chose. Parce que quelque part, ils essaient de défendre leur civilisation, leur histoire, leur patrimoine qui en réalité nous appartient. Mais lorsque vous avez face à vous un chef d'État d'un pays arabe qui vous dit بنشوف إذا العرب كانوا موجودين بأمريكا قبل Christopher Columbus. On va voir si les Arabes étaient en Amérique avant Christophe Colomb. Avec haine, vous allez dire que quelque part, si les Occidentaux ont eu un tel comportement vis-à-vis de Fouad Sezgin, c'est quelque part légitime. Oui, mais qu'est-ce qui légitime le comportement d'un chef d'État arabe face à mes recherches par rapport à la présence arabo-musulmane en Amérique? Le chef d'État arabe ne doit pas être un très grand savant d'abord, puisque nous savons qu'un des grands chefs d'un État du Proche-Orient qu'on ne nomme pas, à l'article de la mort, il a réuni ses fils qui étaient très nombreux, il leur a dit ne perdez pas votre temps à faire des études. Pour administrer les Arabes et non pas les gouverner, on n'a pas besoin d'être un
très grand savant. Il m'a, justement, lorsque je l'ai rencontré, il a souligné le fait que durant 65 longues années, il avait essayé de convaincre les gouvernements des pays arabo-musulmans de la falsification de notre histoire et de l'oubli, en fait, de l'apport des arabo-musulmans, des inventeurs, de ces géographes, de ces mathématiciens, astronomes, médecins, au développement des sciences. Il y a un certain nombre de machines et de dispositifs, procédés scientifiques qui avaient été également dessinés, enfin, sur des miniatures et qui nous ont été transmis par les dessinateurs et par même les auteurs de ces œuvres, dont celle de Al-Jazari, qui est donc un polymathe qui date du XIIe siècle, qui est l'auteur d'un certain nombre d'inventions que nous croirions être des inventions des temps modernes, mais qui en réalité étaient datées de plusieurs siècles, comme par exemple la machine à laver et d'autres machines également. Il s'est occupé aussi des sciences naturelles et notamment de l'agronomie, tout ce qui concerne l'hydraulique, l'irrigation. Eh bien, lorsque vous allez dans son musée, il y a plusieurs départements et chaque département est spécialisé dans tel domaine de recherche des sciences. Ça peut être aussi bien la navigation, donc tous les instruments de navigation ont été reconstitués. Vous allez du côté de la géographie, vous allez retrouver un certain nombre de cartes, dont celles qui ont été donc reprises du calife al-Ma'moun. Il y a d'autres, il y a vraiment, il y en a pour tous les goûts. Il a même il a reconstitué donc des astrolabes, mais également la caméra oscura d'Ibn Haytham, parce qu'on a tendance à croire que c'est Léonard de Vinci qui est l'auteur d'un certain nombre de découvertes et d'inventions et même de procédés expérimentaux scientifiques. En réalité, ça n'était pas lui, c'était véritablement les chercheurs, les inventeurs arabo-musulmans, les polymathes, tels Ibn Haytham, Al-Biruni, Al-Jazari, Al-Khawarizmi. Nous avons une... Ibn Younes aussi. Ibn Younes, il y en a énormément. Il y a Sind Ibn Ali également. On nous parle de Gérard Mercator, d'un certain Castaldi, d'Ortelius. Or, ces cartographes européens, en réalité, avaient copié sur les géographes qui étaient à Bagdad du temps d'Al-Ma'moun. En réalité, toute l'histoire des sciences est à reprendre afin qu'elle soit en fait transmise aux générations actuelles et futures, pour qu'elles préparent leur révolution scientifique. Eh bien, il faut savoir déjà que parmi les scientifiques, ou parmi les chercheurs en tous les cas dans le domaine des sciences, ceux qui ont essayé de nier l'apport des arabo-musulmans, ce sont ceux qui n'étaient pas arabisants, du temps de Fouad Seskine. Et il faut savoir également qu'il y a un certain nombre de chercheurs occidentaux dans le domaine aussi bien de l'archéologie que de la linguistique ou de tout autre domaine, qui ont souligné le fait qu'il y ait un chapitre de l'histoire de l'humanité qui a disparu des archives, des annales historiques. Et par exemple, l'homme qui a parlé de cela, c'est un certain professeur de Harvard qui s'appelle Barry Fell, qui faisait également référence aux Arabes, à leur connaissance dans le domaine de la navigation, à leur présence sur le continent américain avant Christophe Colomb, qui a été effacé et qui a été nié. Donc ce déni dans lequel se trouvent ces chercheurs qui, en 2003, sont allés voir Fouad Seskine pour essayer de nouveau d'enterrer l'histoire de la civilisation arabo-musulmane, font partie de ceux qui ont essayé, durant ces siècles passés, de falsifier toute l'histoire de l'humanité. Et ces gens-là font croire au monde que durant les premiers siècles de l'islam et le XVe siècle, il n'y a pas eu d'apport des arabo-musulmans. Or, au contraire, comme l'a souligné Fouad Seskine à travers ses recherches, il y a beaucoup de choses qui ont été réfutées par les Occidentaux comme étant une production purement européenne, mais qui étaient, bien au-delà de cela, des
productions arabes et des productions arabo-musulmanes. J'insiste sur le terme arabe parce que de nos jours, on essaye d'effacer le mot arabe du dictionnaire, de l'histoire, de la géographie. Et pourtant, lui, il n'est pas arabe. Et pourtant, il n'est pas arabe, il est turc. Vous savez, il y a un chercheur également qui s'appelle Franz Rosenthal qui a dit « Sans cette position centrale, voire cette vénération, pour ainsi dire, religieuse du savoir inhérent à l'islam, l'activité de traduction aurait probablement été moins scientifique et d'une moindre portée. » Là, c'est un... Rosenthal, c'est un spécialiste de la pensée politique. Oui. Là, il y a tout de même, nous avons tout de même de grands penseurs, de grands chercheurs qui étaient objectifs et qui ont essayé de souligner l'apport des arabo-musulmans à l'histoire de l'humanité. Parce que là, nous sommes en train de parler d'une partie de l'histoire qui concerne toute l'humanité. Mais simplement, cette partie, durant cette période-là, c'était une ère culturelle arabo-musulmane. Donc ce sont les arabo-musulmans qui avaient les compétences pour ce faire. Parce que par ailleurs, par exemple en Occident, il y avait donc l'Église catholique qui était particulièrement opposée à toute recherche scientifique. Et les chercheurs ont eu cette bouffée d'air dont ils avaient besoin pour justement développer les sciences. Et il faisait appel aux arabo-musulmans. Eh bien, écoutez, comme je vous le disais au début de cette émission, à partir du moment où vous avez face à vous des chefs d'État, des représentants de pays arabo-musulmans qui essaient de taire l'apport de la civilisation arabo-musulmane aux sciences, au développement de l'humanité, comment voulez-vous que des personnes qui soient issues d'un monde occidental souligne la présence ou l'apport des arabo-musulmans à l'humanité. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'est durant les années 30 ou 40, les Turcs étaient capables de construire leur propre voiture. C'est ce que nous a dit Hamidullah, oui. Oui, et pour ne pas gêner l'importation de voitures européennes, on a interdit aux ingénieurs turcs de de commercialiser ces fameuses voitures. Ils ont dû tout détruire. Eh bien, lorsque j'étais en train de faire mes recherches sur la navigation et sur la présence arabo-musulmane en Amérique avant Christophe Colomb, je suis tombée sur un certain nombre d'écrits, d'ouvrages par des scientifiques, par des chercheurs américains qui étaient juifs et chrétiens. Et l'un d'eux, par exemple, Cyrus Gordon, qui était spécialiste en archéologie et en linguistique, s'est adressé aux Arabes, aux intellectuels arabes, pour leur dire comment se fait-il que vous ayez oublié le Coran dans vos écrits. Il s'adresse également aux Turcs et il leur dit pourquoi est-ce que vous avez oublié votre histoire, en oubliant même l'écriture avec l'alphabet arabe. Il leur a souligné le fait que depuis 1923, les Turcs n'avaient plus accès à leur patrimoine historique. Il s'est adressé également aux Perses pour leur dire qu'ils avaient oublié leur histoire. Il est tout de même affligeant de voir que ce sont les autres qui sont en train de nous dire que, quelque part, vous avez mis de côté votre histoire, votre héritage. Et donc, comment, par la suite, reprocher aux autres ce que nous-mêmes, nous avons oublié ? Comment peut-on reprocher à un occidental d'avoir, à ces trois hommes qui sont allés voir Fouad Seskin pour lui dire oublier quelque part l'histoire de l'apport des arabo-musulmans? Comment pouvez-vous leur en vouloir lorsque vous avez de votre côté des gens qui essaient de tout faire pour que vous abandonniez vos projets qui pourtant ne visent qu'à promouvoir l'histoire de la civilisation arabo-musulmane? Le problème, pour moi, ce ne sont pas les autres, ce sont les nôtres.